Un des points les plus importants dans la conception et la réalisation d'une maison passive, ce sont les menuiseries, hein. J'en ai déjà régulièrement parlé. J'ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la revoir si vous ne vous en souvenez plus trop ou si vous ne l'avez pas encore vue, où je reprends tous les petits points techniques. Là, je vais vous expliquer dans le cadre de ma propre maison passive comment moi j'ai abordé ce concept-là. Alors pourquoi c'est très important? Bon, déjà, on le prend déjà beaucoup en compte quand on fait la conception et quand on s'adapte au bioclimatisme, hein. J'en ai déjà parlé en vous expliquant comment elles étaient orientées. J'avais fait une vidéo justement où j'expliquais qu'il fallait plutôt les mettre au sud, un peu à l'est, un peu à l'ouest et éviter au nord. Bah, en fait, j'ai pas fait ça, hein, vous vous en êtes rendu compte. Donc, dans le cadre de ma maison, grosso modo, alors je fais un petit schéma. Là, vous avez un petit tableau là qui apparaît, qui vous redonne tous les différents éléments. En fait, j'en ai à peu près pour on va dire, de l'ordre de 90 mètres carrés de menuiserie. Attention, de menuiserie, pas de vitrage, hein, c'est différent, puisque là, vous voyez, 86,5 mètres carrés de menuiserie, ça ne fait que 70 mètres carrés de vitrage. Hein, c'est grosso modo, on est à 80%. On a dans une menuiserie, en moyenne, en tout cas dans mon cas, alors les menuiseries sont assez grandes, hein, donc dans mon cas, la part finalement de l'ensemble des différents dormants, ouvrants, etc., donc qui sont opaques, hein, qui ne sont pas du vitrage, ça représente quand même pas loin de 20% de la surface. Donc c'est pas à négliger, hein, puisque ça va représenter à la fois un pont thermique et surtout, donc qui va être une perte, mais qui ne va pas être un apport, puisque ça ne sera pas transparent. Donc sur les 70% de vitrage qui restent à peu près, si vous regardez, grosso modo, il m'en reste à peu près 40, un bon 40 mètres carrés, là, 43 mètres carrés au sud. J'en ai 11 mètres carrés à l'est, ça je vous les avais montrés, mais qui sont très protégés. Pratiquement rien à l'ouest, hein, il reste presque rien, 1,5 mètres carrés. Et il reste quand même 14 mètres carrés au nord. Donc ça, je vous ai expliqué, hein, pourquoi en termes de bioclimatisme. Bon, il y a deux raisons principales. Parce que ça va servir à la ventilation nocturne, donc à la surventilation de la nuit, hein, pour pouvoir décharger, notamment en été, la température un peu qui a monté pendant la journée, donc pour faire la ventilation nocturne. Et puis aussi, tout bêtement, c'est un endroit où il y a quand même des pièces, malgré tout, des chambres, et puis il faut bien que les éclairer et donner, sur le paysage, sachant que bon, elles sont au nord, donc on les a un petit peu dimensionnées pour que voilà, il y ait suffisamment de lumière qui puisse y rentrer. Donc ça vous donne à peu près la répartition des types de menuiseries. On ira voir après, je vais vous montrer concrètement, hein, comment elles sont fabriquées, hein, et puis en reprenant notamment, hein, les conseils que j'avais donnés sur ma première vidéo. Alors moi j'ai choisi, alors je fais pas de pub, hein, je ne suis pas payé pour ça, vous vous en doutez bien, mais j'ai choisi les menuiseries André, qui sont les menuiseries André qui sont du côté de Valence, qui sont des spécialistes depuis très longtemps, hein, plus d'une vingtaine d'années, en conception et puis en réalisation de menuiseries passives et certifiées passives. Alors le modèle que je vais vous montrer, hein, ça s'appelle la SmartWin, ça n'existe plus. Il se trouve qu'ils ont changé de gamme depuis. Ils ont quelque chose d'un petit peu différent, mais qui est tout aussi performant, hein. Moi, celle-ci, je les appréciais pour un petit point que je vous montrerai. Voilà, le reste de leur gamme fonctionne tout aussi bien. C'est du bois alu, hein. Bon, la plupart du temps, ça sera du bois alu, hein. Si vous avez des problèmes de budget, vous pouvez vous orienter sur le PVC alu. C'est très performant aussi, hein, en triple vitrage, hein, notamment des gammes type Internorm, etc. Je veux dire, c'est un très bon rapport qualité-prix que je propose de temps en temps. Évidemment, ça fait des menuiseries un tout petit peu moins quali, hein, en termes de rendu. Pas trop du côté extérieur, hein, parce que c'est de l'alu, plutôt du côté intérieur. Il me semble que je l'explique là justement dans une vidéo sur le prix des menuiseries passives. C'est pas à négliger, hein, si jamais vous êtes un peu contraint en budget. Voilà, il vaut mieux éventuellement passer en PVC alu, mais s'assurer d'avoir un triple vitrage de qualité et une réalisation de qualité, notamment avec le fameux triple joint que je vous montrerai tout à l'heure. Plutôt que de ne pas passer avec ces menuiseries-là, et de passer avec des menuiseries de moins bonne qualité.
point important, il y a des grandeurs physiques hein, sur les menuiseries dont j'ai parlé. Rapidement, le UG et le G. Le UG, c'est la performance thermique en fait, du vitrage, hein, et le G, c'est la transmission lumineuse. Sachant que les deux vont de pair souvent, c'est-à-dire que plus on améliore la performance thermique, plus on dégrade la transmission lumineuse. Les meilleures menuiseries aujourd'hui ont des UG aux alentours de 0,50. Hein, donc, qui sont quand même assez intéressants. C'est 0,50 watts par mètre carré Kelvin. Hein, avec des G qui sont aux alentours justement de transmission lumineuse de à peu près 50%. Hein, quand on a un UG à 0,50. Ça, c'est les meilleurs performants. Mais je vous avais indiqué, souvenez-vous, qu'il pouvait être pertinent de ne pas avoir obligatoirement ces vitrages les plus performants partout dans la maison, et notamment en fait, de séparer les vitrages sud, ceux qui vont avoir le plus gros apport, éventuellement sud, est et ouest aussi d'ailleurs, ceux qui vont apporter, des vitrages nord. Les vitrages nord vont avoir des apports extrêmement réduits, donc autant mettre finalement les meilleures performances de vitrage, donc avec un UG aux alentours de 0,50, mais qu'un G que de 50% de transmission lumineuse, et éventuellement mettre au sud et à l'est et à l'ouest des vitrages un tout petit peu moins performants, qui ont des UG, pardon, excusez-moi, c'est dur à dire, des UG au niveau de 0,60 à peu près, alors dans mon cas c'est 0,64 exactement, et des transmissions lumineuses par contre supérieures qui sont à 63%. Donc en fait on va avoir quand même un gain important de transmission lumineuse, donc d'apport au moment des apports solaires, et avec par contre un tout petit peu plus de pertes quand il n'y a pas de soleil ou la nuit. Donc sur le schéma que je vous remonte, on regarde un petit peu, on voit justement les différentes menuiseries et leurs performances, hein, puisque le UG c'est la menuiserie, après vous avez le UF qui est le U-frame, qui est le U du tour de la menuiserie, qui moi est aux alentours de 0,70, et ça nous donne des menuiseries qui grosso modo, si vous regardez, ont une moyenne aux alentours de 0,71 watts par mètre carré Kelvin. L'objectif à atteindre, c'est d'être en dessous de 0,80 pour être certifié passif, donc par menuiserie, enfin sur les menuiseries standards, mais ce qui veut dire que grosso modo, en moyenne pondérée, il faut que ça soit dans ces eaux-là, donc on est plutôt bien, hein, on est plutôt même, vous voyez, 15% en dessous de l'objectif, donc c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, vous noterez qu'au sud, le UW, hein, donc qui est le U window global, hein, donc qui combine un petit peu toutes ces performances, de la performance du vitrage, la performance du châssis, les performances des ponts thermiques, etc. En fait, le window au sud, il est un peu moins bon, hein, vous avez un 0,74, alors qu'en fait, il est aux alentours de 0,68 un peu partout. D'accord. Je vous ai mis à côté parce que c'est intéressant à regarder à la fois les pertes et les apports en fait de chaque menuiserie. Ça, c'est issu du PHPP. Hein. Donc, quand on modélise toute une menuiserie, la modélisation est très très précise. Donc, vous voyez que grosso modo, en fait, on va avoir, bon, si on regarde sur le principal qu'on regarde toujours, hein, vous voyez les apports en fait au sud qui vont alors c'est des kilowattheures par an. Hein, là. Vous avez aux alentours de 11 000 kWh d'apport au sud pour 3 500 de pertes. Évidemment, le solde est bien positif. Mais après, si on regarde, à l'est, hein, 790 d'apport pour 800 de pertes, grosso modo c'est kiff-kiff. À l'ouest, 100% 20, c'est kiff-kiff. Et au nord, on a 680 d'apport pour 1080 de pertes. Bon, ça, on s'en doute bien. On a un petit peu d'apport quand même, mais on a plus de pertes. Mais vous voyez que les montants de pertes ou d'apport sont... Enfin, l'écart n'est pas très gros. Hein. En fait, donc au nord, avec des très bonnes menuiseries, on pénalise pas non plus si fortement la performance de la maison, et qui est quand même largement compensée par tout ce qui est apporté au sud. Donc à la fin, hein, vous voyez le delta, hein, ça fait 12 600 en tout d'apport contre 5 500 de pertes, hein, c'est-à-dire un delta de 7 100. Et 7 100, alors c'est intéressant, si je le divise par le nombre de mètres carrés de référence de la maison, hein, c'est un concept un peu particulier dans le PHPP, le mètre carré de référence. C'est pas le mètre carré logeable, on s'en est pas très loin, mais c'est à peu près. Donc ici, ça fait 278 exactement mètres carrés de surface de référence. En fait, ça fait grosso modo un écart donc un delta de 25,5 kWh par mètre carré par an. 25,5 kWh par mètre carré par an. À mettre en regard en fait de l'objectif passif, de n'apporter en chauffage, n'avoir au maximum que 15 kWh par mètre carré par an.
Donc vous voyez qu'en fait, c'est bien les menuiseries qui nous chauffent. Hein, grosso modo, les menuiseries vont apporter les 2/3 du besoin de chauffage qui sera nécessaire pour la maison. Je vous passe le reste des apports de la maison. Hein. Donc ça, c'est un petit point à noter. Et bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir à quoi elle ressemble. Alors voilà à quoi ça ressemble concrètement. Hein. Donc là, on est sur une porte-fenêtre, hein, avec un double ouvrant. Alors, je vais juste vous montrer. Voilà, ça, c'est rien de secret, mais comment ça fonctionne en oscillobattant. Et sur ce genre de menuiserie. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, le plus important, alors on va essayer de trouver une bonne manière de les voir, c'est en fait la qualité des menuiseries, elle se joue, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, sur les joints et le positionnement des joints. Vous avez un premier joint là ici, qui est un joint qui va trouver en fait un appui, hein, c'est un joint compressible qui va trouver un appui donc sur la partie dormant, hein, sur l'ouvrant. Vous avez un deuxième joint ici, qui est encore un joint de compression, qui va retrouver un deuxième appui sur le dormant. Et puis vous avez ensuite le troisième joint ici, hein, qui est le joint qui lui va venir en fait contre la battue de la menuiserie. Et c'est ça qui explique que vous allez avoir une très bonne étanchéité à l'air, hein, puisque une fois que la menuiserie elle est fermée, elle va venir en compression sur ces trois joints, hein, et ça c'est ça qui va faire la qualité, sachant que ces joints évidemment font tout le tour de la menuiserie et ne sont pas interrompus, hein, ils sont collés pour être bien sûr qu'il n'y ait pas la fuite justement à la liaison entre les joints. Donc ça c'est un point, c'est le point primordial en fait de ce type de menuiserie, hein, excepté la qualité, le rendu esthétique, etc. Ça c'est le goût de chacun. Mais ce qui compte réellement, c'est cette performance qui est due à l'étanchéité, enfin qui participe à l'étanchéité à l'air, qui est de façon très importante. Et puis alors le triple vitrage, bon on le voit pas très bien, hein, c'est pas évident, hein, même si les vitres sont sales, on n'arrive pas tout à fait à les distinguer, mais c'est ça aussi qui joue évidemment sur la performance. Maintenant je vais vous parler sur ce type de menuiserie de la pose. Alors on va le regarder par l'extérieur, parce que comme je vous l'ai dit, la performance en fait des menuiseries joue aussi sur la manière dont elles sont posées, avec la manière dont elles sont posées. Puisque vous avez des ponts thermiques qui sont naturels en fait au moment où vous posez vos menuiseries. Alors les ponts thermiques sont plusieurs types. Alors on va pas. Alors il y a un premier pont thermique, mais sur lequel on ne peut pas faire grand chose, que je vais vous montrer ici, hein, qui est le pont thermique qui est en bas, hein, donc le pont thermique de la pièce d'appui. Donc là on ne peut pas faire grand chose puisqu'il faut de toute façon qu'il y ait suffisamment de hauteur, de retombée pour que, alors ça c'est un fixe, hein, pour que on puisse ne serait-ce qu'évacuer l'eau, hein, avoir une garde d'eau suffisante. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est la manière dont les menuiseries sont posées sur les embrasures et la manière, alors on ne voit pas très bien, mais si, regardez, dont c'est posé sur en fait le linteau. Hein, puisqu'on a un pont thermique au linteau, on le voit bien, hein, puisque là ici on a un trou, ça c'est la réservation pour pouvoir mettre le BSO futur. Vous voyez du liège là qui rajoute une petite isolation avec un petit habillage aluminium là. Hein, donc là il y a ce pont thermique là aussi. Mais regardez aussi en embrasure qui sur ce type de menuiserie finalement c'est le plus grand linéaire, hein, puisque comme je vous l'ai dit, beaucoup des menuiseries sont un peu sous forme de meurtrière un petit peu haute, donc en fait vous avez un linéaire important vertical, et là on voit que toute la finition en fait revient pratiquement au nu, hein, de la menuiserie et pratiquement au nu du vitrage, hein, c'est-à-dire que et puis derrière vous avez de l'isolant, et l'isolant on le revoit là-haut. Si vous regardez en zoom, là, ça apparaît. En fait, vous avez aussi du liège qui est rajouté dessus. Alors, je vous le montre. Alors, c'est peut-être plus simple de le voir sur une maquette. Donc, on va passer sur cette maquette. Alors, effectivement, on va le voir de façon bien plus simple sur une maquette. Hein. Donc là, vous avez une maquette
d'un type de murs ossature bois tels qu'on les pose en passif, avec l'intégration de la menuiserie, des menuiseries du même type, enfin même exactement de la même marque et du même modèle que ce que je vous ai présenté chez moi, qui montre comment on optimise en fait cette pose et comment on essaye de limiter les ponts thermiques. Donc vous êtes, alors désolé, hein, c'est un peu poussiéreux parce que vous êtes dans un atelier, mais voilà, on va commencer à regarder sur la partie basse. Hein. Donc ici vous voyez en bas le caisson qui va être rempli d'isolant, et donc ce frein à vapeur n'est pas posé, et le doublage intérieur ainsi que le complément d'isolant qu'on mettra dans le doublage n'est pas posé non plus. Mais là vous voyez qu'on essaye d'optimiser les ponts thermiques avec de la poutre en I isolée et avec l'isolant, un isolant fibre de bois. Alors moi, dans les faits, j'ai utilisé réellement du liège, c'est à peu près l'équivalent hein, en termes de performance, mais ça se comporte bien mieux à l'eau, donc c'est ça que j'ai utilisé. Et en fait, vous voyez bien ici que vous avez bien un pont thermique là, ici, hein, de la pose, hein, dû à la pose de la menuiserie, hein, puisque vous avez, on va dire, le mur bois qui s'arrête et qui va s'arrêter ici, et la menuiserie qui commence ici, et puis la liaison entre les deux qui rajoute un pont thermique. Donc ça, c'est sur la pièce d'appui. Ensuite, si vous regardez comment on travaille en linteau, donc en linteau, vous avez besoin d'un linteau pour fixer la menuiserie, donc c'est la poutre en I isolée que vous voyez ici, hein, et qui est doublée par un isolant sur le linteau, et éventuellement d'ailleurs un isolant en fond de caisson si on a besoin de le réduire par rapport à la hauteur de la poutre en I, pour pouvoir placer le BSO. Alors la poutre en I isolée, c'est pas toujours obligatoire, hein, puisque en plus on va recompléter avec un isolant intérieur hein, sur le doublage. Ça va dépendre en fait des performances qu'on cherche à atteindre. Un moteur ossature bois fonctionne aussi si jamais on n'est pas obligé d'optimiser cette partie-là. Ça peut être une économie qui est loin d'être négligeable parce que ça coûte assez cher quand même. Hein. Et puis donc ça c'est l'isolation et puis le type de pose qu'on va poser en linteau pour l'optimisation, mais vous voyez quand même que malgré tout il y a un trou, hein, on le voit ici, hein, il y a quand même un trou, et ce trou, en fait vous avez un pont thermique malgré tout, donc en fait vous dégradez quand même tout ce volume de mur, en fait dégradé, donc il y a bien un pont thermique de pose au niveau du linteau. Maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau des embrasures. Alors je vais juste allumer la LED pour aller voir. Voilà, donc pour les embrasures, si vous voyez, en fait, on a la menuiserie qui est ici, et vous voyez bien qu'on a bien un retour d'isolant, en fait, qui vient devant la menuiserie, hein, jusque avec la finition, hein, là en l'occurrence c'est de la planche en bois, et donc là, si on fait le calcul, en fait le mur s'arrête donc au niveau de la poutre en I qui est ici, la menuiserie, donc ça commence juste là, hein, mais vous avez bien de l'isolant qui revient devant. Donc en fait, ici, ce pont thermique, il est complètement coupé et on rajoute de l'isolant devant la menuiserie. Donc finalement, quelque part, on améliore la performance de la menuiserie. D'où la notion de pont thermique négatif. Hein. Et puis bon, ce qui est intéressant sur ces menuiseries, hein, comme je voulais, c'est que montrer, c'est que effectivement, là, on a à voir une pose où, grosso modo, on voit pratiquement pas l'aluminium. Hein. On a le vitrage qui est en fait pratiquement au nu de l'embrasure. Hein. Et puis, bon, en plus, ces menuiseries ont un gros plus, c'est que c'est de ce qu'on appelle de l'ouvrant caché, c'est-à-dire que, grosso modo, vous n'avez pas d'ouvrant. C'est le vitrage et les joints qui viennent directement en compression. Donc, en fait, on n'a pas un ouvrant supplémentaire qui va rajouter un petit pont thermique sur la menuiserie et qui sera une partie qui sera opaque et qui sera pas, donc qui n'apportera pas d'apport sur la menuiserie. Donc voilà, donc à retenir, une pose avec un pont thermique qui est déperditif sur la partie pièce d'appui parce qu'on ne peut pas faire mieux. Sur la partie linteau, à partir du moment où on a une réservation pour un BSO, on ne peut pas faire mieux. Par contre, on peut optimiser les ponts thermiques sur la partie embrasure, hein, donc les deux montants verticaux, et ce qui explique que d'ailleurs, si on pose des menuiseries qui vont être plutôt étroites, c'est-à-dire avec plus d'embrasure verticale, enfin grosso modo plus haute que large, eh ben, on peut réussir comme ça à compenser une bonne partie des ponts thermiques du linteau et de la pièce d'appui. Donc je reviens sur mes menuiseries. Donc en fait, le principe qu'on retrouve ici, c'est que on va essayer de finalement limiter la menuiserie au maximum de ses parties
non vitrées. Donc en fait, si on peut cacher et isoler sur les parties non vitrées, eh ben, autant le faire. Ça veut dire qu'on va réduire les ponts thermiques de cette partie-là et on va finalement avoir une pose qui va vraiment être optimale puisque il n'apparaît pratiquement plus que la vitre. Hein, le trou finalement avec ces dormants qui sont des fuites, en grande partie il ne reste plus que la vitre, donc le trou et les dormants sont réisolés. Hein, donc c'est ce qu'on a vu sur la maquette et puis sur les différentes coupes que je vous ai montré tout à l'heure. Alors en fait ça concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de pont thermique, et ça ira d'ailleurs avec un des autres gros principes de la construction passive, la limitation des ponts thermiques. En termes de ponts thermiques, l'idée c'est quand même de les optimiser au maximum. Et là, dans le cadre des menuiseries, en fait, le pont thermique qu'on a donc en linteau, ainsi que le pont thermique qu'on a en pièces d'appui, qui sont des ponts thermiques positifs, c'est-à-dire qu'il y a bien des fuites d'air à cet endroit-là, et sont compensés par des ponts thermiques qui sont optimisés sur les embrasures. Ils sont même négatifs. Alors attention, négatif, ça ne veut pas dire qu'ils vous apportent de l'énergie. Ça veut dire qu'ils sont négatifs selon le calcul du PHPP. Hein, puisque le principe, c'est que vous avez un mur avec une certaine performance thermique, puis vous avez un trou qui correspond à la totalité de la menuiserie, okay, avec son autre performance thermique, et puis finalement, vous remettez de l'isolant devant la menuiserie. Donc en fait, vous réduisez le pont thermique nature, enfin vous augmentez la performance de la menuiserie avec sa pose. Donc finalement, vous créez un pont thermique négatif. La somme des deux, ici par exemple sur ces menuiseries, je peux vous les montrer, on a un pont thermique qui est aux alentours de 0,18 sur la partie pièce d'appui, à peu près équivalent, 0,15 sur la partie en linteau. Par contre, vous êtes à moins 0,013 sur la partie embrasure. Donc finalement, quand on fait à peu près le bilan, on a des ponts thermiques de menuiserie, de pose de menuiserie qui sont peu ou prou nuls. Et ça dû à cette optimisation. Donc ça c'est important, et ça ces menuiseries elles le permettent, parce que les menuiseries en bois alu sont des menuiseries qui vont avoir finalement une grosse épaisseur, vous l'avez vu sur la coupe, et cette épaisseur, en fait elle est réellement, elle est en bois déjà, donc c'est quand même quelque chose qui a une performance thermique qui n'est pas négligeable, et dans le cas de ces menuiseries propres, vous avez en plus un complément d'isolant en fibre de bois qui permet de revenir devant. Beaucoup de menuiseries, elles, sont habillées totalement en alu, parce que là c'est ça qui est intéressant sur celle-ci, sur cette marque-là et sur ce modèle, c'était qu'en fait vous avez qu'un tout petit habillage alu, le reste étant fait justement pour être couvert. Beaucoup de ces vous voyez, d'ailleurs l'habillage on le voit, il est vraiment très limité en épaisseur. On voit apparaître que allez, on a on doit avoir 15-16 000 qui va être grosso modo d'ailleurs, ça va être l'épaisseur du rail du BSO en fait, du guide de BSO quand on va le poser ensuite. Donc ces types de menuiseries permettent justement ça, mais les autres menuiseries qui sont habillées totalement en alu, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que même si vous avez l'alu qui va rentrer derrière l'isolant, ce qui crée un léger pont thermique, n'oubliez pas que c'est juste de l'aluminium qui fait 1 mm d'épais à peu près, donc qui a une conductivité thermique certes importante, mais sur une toute petite bande, une toute petite surface, donc c'est pas non plus la cata. Donc faut pas parce qu'il y a de l'aluminium qu'on va se dire ah bah non on va pas rhabiller devant. Sur les fenêtres qui sont complètement habillées en aluminium, sur peut-être souvent 6-7 cm, je veux dire c'est pas idiot de remettre de l'isolant contre. Donc voilà sur les menuiseries, et donc ça fait, donc c'est un des deuxièmes points de performance, les menuiseries, leurs caractéristiques propres, mais surtout la manière dont elles sont posées. Voilà, donc point suivant, on parlera des ponts thermiques, ce qui fera le lien d'ailleurs avec ce dont on vient de discuter ici.